Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce que j'interviewe Anne Ponty, qui est également podcasteuse sur la rénovation. Donc, vraiment trop contente de faire cette interview avec toi. Surtout que ça fait longtemps qu'on essaye de Oui. s'organiser pour qu'elle se passe, qu'elle ait lieu, cette interview. Donc, c'est cool qu'on y arrive enfin. Ouais, tout à fait. Et merci de me recevoir chez toi parce que pour l'occasion, on se retrouve du coup à Bordeaux. Lors de ta visite bordelaise. Exactement, à l'occasion d'un mariage et je me suis dit: «Mais en fait, je viens à Bordeaux, il faut qu'on se trouve un créneau avec Anne, il faut qu'on en profite». Voilà, c'est en ce moment, c'est un petit peu la canicule, Ah ouais. mais voilà, on est au frais, dans le jardin Au vert. d'Anne, donc De bonne heure le matin, ça va. c'est ça. Et donc Anne a lancé le podcast Le Chantier depuis déjà plusieurs années. Donc elle a, un apprentissage, assez important avec tous les invités qu'elle a pu, recevoir sur le podcast. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par, te présenter ton parcours rapidement? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Anne Ponty. J'ai 37 ans. Depuis quelques semaines, ça pique un peu, mais c'est comme ça. Et donc, j'habite à Bordeaux avec mon mari, mes 2 petites filles. Et en effet, je suis la fondatrice et l'hôte, c'est comme ça qu'on dit, du podcast Le Chantier depuis 6 ans maintenant déjà. Et voilà, écoute, pour faire court, on va dire que c'est une bonne présentation. Ça te va? Oui, c'est parfait, c'est parfait. Et Ah alors non, tu parlais de mon parcours. oui, de ton parcours, peut-être, nous raconter un petit peu, comment tu en es venue justement à lancer ce podcast? Oui, ben, évidemment, c'est lié à mon expérience perso. Enfin, comme souvent, quand on lance un projet ou quand on crée une entreprise, ça vient d'un problème qu'on a eu, un constat qu'on a fait ou une expérience qu'on a vécue. Et ben, clairement, moi, ça a été la rénovation de cette maison qui a été à l'origine de la création du podcast ensuite, puisque donc on a rénové cette maison avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Et ça a été une expérience assez fondatrice pour moi, clairement, parce que moi j'évoluais déjà dans le milieu professionnel de l'habitat, de la maison, on va dire, mais plutôt dans la déco, parce que j'étais en train de lancer, en fait, quand on faisait les travaux, une marketplace de brocante et de décoration. Et donc c'est un milieu, voilà, un sujet qui me passionne depuis, peut-être pas toujours, parce que c'était ma passion quand j'avais 10 ans, mais depuis longtemps. Et en fait, donc cette rénovation qui est arrivée dans nos vies un peu, pas par hasard, mais un peu, enfin, c'était pas prévu qu'on fasse un aussi gros projet de travaux, parce que nous, on cherchait juste un T2 à acheter à la base, et en fait, on a acheté une grande maison dans laquelle peut-être qu'on va rester toute notre vie, dans laquelle on va peut-être rester toute notre vie finalement. Bon, l'avenir nous le dira. Et on pensait pas du tout faire d'aussi gros travaux, mais bref, de fil en aiguille, on a visité des choses et puis on a trouvé cette maison qui était en sale état, mais qui nous a fait assez rêver, en fait. Et du coup, on n'avait pas vraiment les moyens de faire les travaux, mais on avait les moyens de l'acheter. Donc on l'a acheté et nos familles nous ont aidés pour financer les travaux. Et donc ça c'est assez intéressant déjà. Alors toi, ton podcast, en plus, est assez tourné sur l'investissement immobilier. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est un conseil que je partage parfois, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui est possible au niveau de la famille. Il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à en parler à son notaire, en général, pour être un petit peu au courant de ce qui est possible. Par exemple, voilà, peut-être qu'une donation un petit peu en avance, ça peut être très utile pour lancer un projet qui va être hyper important dans la vie de son enfant, plutôt qu'un héritage dans 40 ans. Enfin, Et voilà. Nous, par exemple, ça a été génial, quoi, de pouvoir, jeune en plus, parce qu'on avait 27 ans, je crois, acheter cette maison et s'installer, tu vois, créer notre foyer. Voilà, c'était super. Bref, on s'est lancé dans un an, une grosse année de travaux, 1 an et 3-4 mois. Et j'ai adoré ça, sans surprise, parce que moi, j'adore les maisons anciennes. Enfin, voilà, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'avais vu ma mère faire des travaux dans nos maisons plusieurs fois plus petites, donc je pense que ça m'a... Enfin, c'était assez normal, en fait, pour moi. Et j'ai adoré ça. Et comme j'avais un peu de temps à l'époque, parce que je lançais ma boîte, j'ai décidé de prendre du temps pour m'investir beaucoup dans ces travaux.
Et en fait, j'étais là tout le temps. On a fait beaucoup aussi de choses par nous-mêmes. Et on a aussi été entourés par une super équipe d'archis et d'artisans. Il y avait plein de monde. Presque tout le monde était super. Non, tout le monde était super globalement. Et ça s'est très bien passé. Et je me suis beaucoup investie. Mon mec aussi, mais vraiment, moi, je passais un jour ou deux dans ma semaine à m'occuper du chantier, quoi. En plus de mon boulot. Et c'était super. Et en fait, à la fin des travaux, j'écoutais pas mal de podcasts. À l'époque, c'était il y a 8 ans ou 9 ans, tu vois, maintenant. Et les podcasts démarraient, enfin, on commençait à en parler, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il y en avait assez peu, en fait, mais il y en avait qui commençaient à émerger. Et bon, on découvrait et on était là, mais c'est trop bien. Et en fait, ça existait depuis longtemps, notamment avec le podcast, bon, je t'apprends rien, mais le podcast plutôt des radios, en replay, etc. Tout à fait. Et le podcast natif commençait vraiment à bien marcher et à faire son trou. Et donc, j'en écoutais pas mal, mais plutôt sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça, comme j'avais ma boîte à côté. Et un jour, je sais plus, enfin, vraiment, c'était un matin, je me suis dit, tiens, il n'y en a pas sur les travaux, alors que c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup les gens, parce que moi, je partageais un petit peu j'avais déjà mon compte Insta perso à l'époque. Et les gens suivaient et je voyais qu'ils étaient trop à fond, quoi, qu'ils aimaient trop quand je partageais. Alors, quel carrelage on pose dans la salle de bain, là, on en est là, voilà les avancées de la semaine et tout. Et ils adoraient ça, quoi. Enfin, et c'était trop cool de partager ça avec eux. Et du coup, voilà, j'étais là, ah tiens, ouais, c'est un podcast sur les travaux, ça pourrait être cool. J'ai un peu attendu parce que j'étais déjà en train de lancer un projet, en fait, ma boîte dans le e-commerce. Et en fait, j'y pensais tous les jours. Et donc, à un moment, je l'ai fait. Et c'était un moment après, parce que je l'ai lancé en mars 2020. Donc, le temps de préparer un épisode, tu vois, faire un truc correct, acheter le bon matériel et tout. Et je l'ai lancé 2 jours avant le confinement, je crois. Ah oui. Donc, voilà. Ah, bon, OK. Bon, du coup, les gens ont écouté, réécouté. Donc, c'était finalement plutôt pas mal, sauf que moi, j'avais pas d'autres épisodes en boîte. Et on n'osait pas, enfin, je me voyais pas du tout demander aux gens d'aller chez eux. Oui. Parce qu'on était en mode chacun chez soi, au secours, on va tous mourir. Donc, bref, voilà. Le lancement vient vraiment de la rénovation de cette maison. Et il faut le dire sans doute, de ma passion à poser des questions, parce que je suis la meuf qui pose les questions. Dans notre bande de potes, c'est vraiment la meuf. Dans les soirées, Anne, elle va alpaguer quelqu'un, lui poser des questions. S'il y a un petit nouveau, je vais lui poser 1000 questions, machin. Donc, du coup, ça se rejoint bien les deux. Et voilà, c'est venu comme ça. Ouais. Et puis petite aussi, je voulais être journaliste. Donc, je ne suis pas du tout journaliste aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on y pense, C'est une forme, ça se rejoint un finalement. petit peu, et donc c'est rigolo. Voilà. C'est vrai, hein, investiguer sur les chantiers des uns des autres, c'est un peu ça au final. Poser des questions, voilà, créer des contenus et puis mettre en forme. C'est un média. Aujourd'hui, le podcast, c'est un vrai média, tu le sais. Ouais. Et bref, voilà, c'est un peu long comme réponse. Non, mais au moins, tu as la genèse de l'histoire. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ce côté au final où dans ton enfance, c'est vrai que vu que tu avais tes parents qui rénovaient Ouais. des maisons, ça t'a déjà Pas un très peu souvent, donné mais il y a le eu deux rénovations, notamment une où j'étais plus grande et où j'ai vu un peu notre maison à Bordeaux, qui était une rénovation importante. Et je pense que quelque part, ça marque. goût. Même Forcément. si je m'étais pas dit, ah oui, tiens, trop bien, moi aussi, je ferai une rénovation. En fait, on se dit, oui, ça, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Quand on veut une maison, on va la rénover. Ça paraît normal, logique. Ça donne des repères particuliers, je pense, quand on voit ses parents faire ça. Mais oui, c'est sûr et c'est ce qu'on se dit, peut-être, voilà, que plus tard on le fera aussi quand on sera grand et derrière, bon, c'est chouette d'avoir eu cette rénovation à Bordeaux qui se soit bien passée et qui t'ait donné envie de te plonger plus dans les travaux parce que c'est vrai que les expériences de chacun sont toujours un peu différentes. Et oui. Il y en a certains, pour qui, malheureusement, il y a plutôt un côté où ça va les repousser des travaux et puis il y en a d'autres, voilà, ça devient une vraie passion de discuter rénovation, au quotidien. Mais moi, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, à la fin des travaux, vraiment, je me rappelle m'être dit, mais les réunions de chantier, ça va trop me manquer. Avec qui je vais parler travaux toutes les semaines? Vraiment, je me rappelle de cette phrase, j'étais, mais avec qui je vais parler réno toutes les semaines si je vois plus mes artisans? Et du coup, je me rappelle qu'après, on avait des potes qui commençaient aussi à se lancer dans des projets, mais d'appart et tout, parce que nous, c'est vrai qu'on a eu cette chance d'acheter une maison hyper grande pour notre âge. C'était assez... on était un peu un ovni, tu vois, parmi nos potes, d'acheter déjà une maison grande comme ça.
Et bref, quand nos potes après commençaient à se lancer dans les travaux, dès qu'on les voyait le soir ou quoi, du coup, je leur posais 1000 questions. Ah, comment tu fais? Nanana, trop bien. Donc voilà, c'était rigolo. Et oui, non, mais c'est vrai que c'est chouette quand on voit un peu l'entourage aussi s'y Ouais, mettre. de pouvoir Et partager puis, et c'est échanger ça. sur ces sujets-là, parce qu'au début, on était un peu seuls. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, de donner un peu des astuces, des conseils, de pouvoir échanger Mmh. sur le sujet. C'est vrai que moi, c'est pareil. Mes parents ont acheté une maison dans le sud et ont fait beaucoup de Ouais, travaux. Et donc, du coup, on a pu aussi échanger sur ces bah, c'est trop sujets-là. bien. Donc ça, c'est En chouette. plus, échanger avec ses parents, c'est trop cool. Ouais, trop, Mmh. trop chouette. Et c'est vrai que ma mère, de base, n'était pas du tout dans le côté rénovation, travaux. Mais pareil, elle est très curieuse. Elle adore poser des questions. Donc, elle a fait la même, tu vois, avec les Ah ouais. artisans, Mmh. d'essayer de comprendre les méthodes, etc. Donc, Ah oui, donc hyper. toi, t'as pas eu ça petite. J'ai pas eu ça petite. C'est C'est toi vrai qui t'es que mis dans le ouais, truc toute seule. je m'y suis mise toute seule. Alors, c'est vrai que mon père, et mon beau-père, les 2 sont assez, portés, Mmh. travaux, OK. bricolage et cetera. Donc en soi, c'est vrai qu'ils me montraient pas forcément. Je pense qu'il y avait un peu ce truc de: «On va pas embêter les enfants avec ça», tu vois? Mmh Plutôt mh. que de leur montrer comment faire. Et donc bon, je savais qu'ils savaient faire, mais en fait, j'ai jamais appris, tu vois, avec eux. Ouais, Et c'est plus après quand on a fait nos projets d'investissement que là, bah oui. voilà, j'ai Souvent découvert. investissement immobilier rime avec rénovation, pour que ce soit intéressant donc Oui, c'est ça, mais après, c'est vrai que ça dépend des investisseurs parce que tu en as, qui veulent complètement à 100 déléguer, ne pas du tout s'y oui, c'est ça. intéresser. Ouais, Alors que moi, j'ai ouais, besoin de comprendre, tu ouais. vois? Pour optimiser les coûts, comprendre, quels sont les meilleurs matériaux, Mmh. faire le pour et le contre. Donc et puis c'est toujours un apprentissage, je trouve, les différents chantiers, la Ah ouais, rénovation. tellement, c'est clair. Et justement par rapport à cette maison, c'est quoi pour toi l'apprentissage qui t'a le plus, marqué, on va dire? Et ben, on en parlait un petit peu. Je pense que c'est, en fait, que des travaux peuvent bien se passer, tu vois? Alors parce que moi, à l'époque, j'avais pas ce truc en tête que: «Ah, les travaux, ça peut être l'enfer, attention, il y a toujours des emmerdes et tout», parce que on était jeunes et tout et on n'avait jamais fait de travaux et autour de nous, il y avait pas de travaux, tu vois? Et en fait, maintenant, je me rends compte de ça, mais donc vraiment à la fin de nos travaux, j'ai eu ce truc en moi de: «C'était trop bien». Bon alors évidemment, il y a eu 2-3 merdes et tout, bon on en parlera peut-être, mais globalement, c'était génial quoi et j'ai trop, kiffé, enfin j'ai adoré et donc c'était vraiment ça, que les travaux, ça peut bien se passer et que ça peut être trop cool Mmh. et aussi je pense que, c'est vraiment chouette de le faire, tôt, Mmh. assez jeune, tu vois? Dans une période immobilière favorable évidemment, parce que, bah, c'est vrai que nous c'était il y a longtemps maintenant, tu vois? Aujourd'hui, ce serait pas du tout le même scénario. C'était une période qui était Bordeaux n'avait pas encore les prix ne flambaient pas encore. En plus, bon, la maison était pas en bon état du tout, donc on l'a achetée pas très cher, mais c'était le prix qu'elle valait, hein. Et on a fait une bonne opération enfin, le but, c'est pas du tout de la vendre aujourd'hui, mais c'était vraiment une bonne opération, je pense qu'on a faite. Oui, il y a une plus-value latente, Ouais, à moins que le marché s'effondre un jour. Bon là, tu vois, en ce moment, c'est pas top, mais bon, de toute façon, on s'en fiche, oui, on la vend pas. c'est ça. Mais en tout cas, vraiment, on s'est pas planté parce que c'était le bon moment, parce qu'on était jeunes, qu'on avait du temps à lui consacrer, qu'on n'avait pas d'enfants. Ça, je le dis souvent et Mmh. ben, c'est vrai que ça rend les choses, je pense, plus faciles et hem et voilà, que vraiment c'est un bon moment, je trouve, tôt en fait, de le faire, le Ouais. plus tôt et tu vois, c'est marrant, j'ai enregistré un épisode hier avec, une super invitée, un épisode qui va sortir bientôt, bah, qui elle fait un petit peu de l'investissement en fait, parce que c'est son 4e projet, qu'elle vient de D'accord. terminer là, pour de la location saisonnière et en fait, elle a commencé à 23 ans à acheter elle a acheté une maison, un terrain et elle a fait construire, puis elle a revendu, ils ont racheté un terrain, ils ont refait construire et en fait à 23 ans et moi, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je foutais à 23 ans, moi?» J'étais pas du tout en train d'acheter des terrains, tu vois? Bon, c'est pas grave, j'ai pas de regrets, mais tu te dis, ouais, commencer tôt, c'est la clé, en fait. Et j'en parlais avec elle, vraiment, elle me disait: «Faut commencer tôt». Ah oui, mais surtout dans l'immobilier. Mmh. Surtout dans l'immobilier, c'est vrai que si tu veux faire des projets même, il y en a certains qui font ça, qui achètent leur résidence principale, qui la rénovent, qui y vivent, 2 Ouais, ans et c'est puis ça. qui la revendent, Ouais. qui empochent la plus-value et qui Bah, repartent ouais et sur puis autre tu chose. t'améliores à chaque fois, tu achètes une maison de plus en plus chouette et en fait, à 40 ans, tu as une maison géniale, Mmh. et tu trop bien, quoi. Et Alors oui. que bon, bref. Donc voilà, commencer tôt et puis, que tout peut très bien se passer. Enfin, Oui, globalement, ça peut bien se passer. ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris avec toi aussi parce que c'est vrai que Bah, du coup, j'ai une,
Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que oui, au niveau des travaux, j'ai souvent, tu vois, des invités qui me racontent, des galères, des Non, mais c'est problématiques. vrai que ça arrive quand même très souvent, hein, faut rester lucide. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien sur le podcast, à travers le podcast et dans le livre aussi d'ailleurs qui est tiré du podcast, heu faire rayonner un peu cette approche des travaux un peu positive en mode ça peut être très cool quoi. C'est pas forcément l'enfer des travaux, mais c'est Non, vrai que bien ça sûr. peut être très compliqué. Donc il y a beaucoup de choses à savoir et à prendre en compte pour bien préparer et il y a plein de précautions à prendre, pour, faire en sorte que ça se passe le mieux possible, ça c'est sûr. Parce que justement pour que ça se passe, bien, qu'est-ce qui revient, le plus souvent, tu vois, parmi, les invités que tu as pu interviewer? C'est quoi Ouais, le les facteurs facteur clés de succès. exactement. Bah, il y en a plusieurs. Je dirais déjà une bonne communication entre les acteurs du chantier. Ça, c'est clair. Communication, fréquente, fluide, tu vois? Voilà. Hyper important. Des artisans sérieux, compétents. Hein, ben, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas forcément Non, évident à trouver. c'est sûr. Je dirais ça. Alors, je dirais aussi que enfin, moi, c'est l'impression que j'ai à travers toutes les personnes que j'ai interviewées, que des premières expériences aident. C'est vrai qu'en général, quand il y a des problèmes, ça va être un premier chantier. C'est pas une science exacte, hein, mais globalement, j'ai l'impression que plus tu fais des chantiers et mieux ça se passe. Mmh. Parce que tu connais, tu as l'expérience, tu sais que ça, faut faire attention. Tu connais aussi ton réseau d'artisans, donc tu fais bosser ceux que tu sais être bons et sérieux et de confiance. Donc clairement, je pense que ça aide. Mmh. Je pense que tu seras d'accord. Tout à fait. Ah, c'est sûr que Enfin, le tu dois le voir réseau aussi toi au fil de tes chantiers. c'est vrai que le réseau, pour moi, c'est la clé déjà Mmh. de trouver des artisans qui sont compétents parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer, finalement toute la suite du chantier. Souvent on dit, hein, quand on a des artisans incompétents, les malfaçons vont finalement coûter beaucoup plus cher. On pense, C'est clair. tu sais, on va partir sur le devis le moins cher parce qu'on se dit: «On va faire des Ouais, bah, économies» et ça, au c'est un final, peu le piège. Enfin, ça peut marcher, hein, ça peut marcher. mais attention, quoi. Mais c'est un risque, Ouais. c'est une prise de risque, qu'il faut avoir en tête et après la communication, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense d'ailleurs que c'est peut-être aussi ce qui a fonctionné sur ce projet à Bordeaux, c'est la communication que tu as Ah, bah, eue avec clairement et l'archi, l'investissement, les ça, c'est le artisans. dernier point. Enfin, il y en a plein des points, mais peut-être en rajouter un quatrième, c'est l'investissement. S'investir, suivre de très près son Mmh. chantier et c'est peut-être d'ailleurs le plus important, c'est suivre, de très, très près son chantier, être là beaucoup et enfin, voilà, parce que si tu suis de loin, ben, évidemment qu'il y aura des merdes, quoi. Et oui, et ça, c'est quelque chose que j'arrête pas de communiquer sur le podcast, tu vois? J'essaye de sensibiliser les auditeurs par rapport à ça parce que pour moi, un chantier que tu délègues à 100 et sur Bah, tu lequel peux si tu ne tu te as rends pas complètement confiance dans ton bras droit, si tu ouais, voilà, quand tu es investisseur, par exemple, et que tu as un mec qui s'occupe de tes chantiers pour toi et que ça roule comme ça, OK, mais que tu as l'habitude et encore, parce que tu vois, ça a déjà été prouvé, chez certains qu'en fait, l'entrepreneur travaux te fait bien deux trois chantiers, puis le quatrième ah oui. voilà, parce qu'il prend confiance, il a d'autres projets, donc en fait, Non, mais comme pour tout, il ouais, faut il faut être délaisse là, un faut peu. checker, Donc faut tu es obligé de contrôler, Je pense que en fait, dans les rénovations vraiment très haut de gamme, quand tu payes un oui, certain c'est prix, ça. les finitions et que tu es à 3 000 4 000 du mètre carré, là, on passe à un autre step et Mmh. donc on a peut-être, moins cette problématique. Mais et encore, hein, parfois, même avec un archi de confiance, bon, il faut quand même être impliqué, je pense et Ouais, non, mais montrer c'est clair, que faut suivre un minimum ouais, et pour moi, faut suivre un maximum, en fait. c'est Faut être ça. vraiment, c'est une période, qu'elle dure un mois ou 3 ans, en fait, alors 3 ans, être à fond tout le temps, c'est compliqué, mais en fait, c'est une période de vie où, ben, faut être à fond, faut checker, tout, faut essayer de rien laisser passer, parce que voilà, c'est un moment, après ce sera terminé et en fait, alors à moins d'être investisseur et d'avoir des projets très réguliers, quand on est un particulier, ça arrive pas 40 fois dans une vie, Mmh. en général, tu vois? Donc faut, à la fois en profiter parce que c'est quand même aussi des moments cool, mais faut pas avoir de regrets après. Donc faut vraiment essayer d'être à fond, pendant ce petit, marathon, à la fois sprint et marathon du chantier Et oui. pour, que tout se passe au mieux, quoi. Et oui, c'est sûr. Alors après, bon, évidemment, comme on le disait, il peut toujours y avoir des imprévus sur les chantiers Mmh. et puis, il faut accepter aussi d'apprendre, surtout quand c'est le premier, on va forcément faire des erreurs Ouais, c'est clair. et j'imagine que justement les invités te partagent aussi souvent des erreurs, qu'ils ont pu commettre. C'est quoi qui revient le plus souvent?
Hem, Vas-y. je t'avoue, j'en ai une en tête, mais c'est quand même pas un truc, non plus universel, je crois. Tu comprends? Oui, Je vais essayer de pas faire ça trop souvent. t'inquiète. Ah oui, bah, bien sûr. Pardon. J'aurais pu réfléchir 2 secondes et trouver. Je pense que c'est, clairement ne pas prendre assez de précautions sur le choix des entreprises, qu'on prend pour, réaliser, tel poste ou, prendre un maître d'œuvre ou un archi, qui va gérer les travaux et le choix des artisans, en fait, on peut surchecker, tout aujourd'hui. Il y a quand même, quelque chose de magique qui s'appelle internet qui donne accès à beaucoup d'informations et vraiment, il faut pas hésiter au risque de paraître, Pénible. voilà, ou voire taré, mais Ouais. en fait, tu es très content d'avoir checké, enfin, tu regrettes de pas l'avoir fait le jour où tu as une grosse merde. Donc ça va être, regarder les avis Google, tout simplement, la base, mais aussi, regarder la situation financière des entreprises, sur des sites comme Papers, ce genre de choses. Vérifier leurs assurances, vérifier qu'elles sont à jour, que l'abonnement est souscrit pour l'année en cours, enfin ou pour l'année, suivante, enfin bon bref, pour, vérifier, pas hésiter à appeler l'assureur, hein, vérifier que tout est OK, pour l'entreprise, que vous vérifiez. Et même, moi, je pense que parfois, pour certains types de travaux, moi, par exemple, mon père, il est en train chez lui de refaire son toit. C'est une toiture très particulière en ardoise, c'est beaucoup d'argent. Donc, je suis en train de réfléchir avec lui sur les devis et tout, de choisir une entreprise. Et ben, en fait, on va aller voir, des chantiers, tu vois? Et on demande moi, je demande des recommandations, enfin, des références et en fait, je pense que au moins je vais appeler les gens et limite, moi, j'aimerais bien aller voir un chantier et en fait, le conseil, c'est, demander des références aux artisans, ne pas hésiter à demander à se rendre sur un chantier en cours qu'ils ont. Ça peut faire un peu relou, mais franchement, il y Il a pas de faut. raison qu'ils refusent, en fait. Mmh mh. Si la personne, à qui la maison appartient est OK, tu vois? Et ça peut montrer aussi pas mal de choses, si c'est typiquement une entreprise tout corps d'État, ben, le chantier va te donner une bonne enfin, ça va être un bon reflet de comment se passent les travaux avec eux, tu vois? Parce qu'ils s'occupent de tout. Si c'est juste un petit élec, qui intervient sur 3 trucs, bon, ça va pas vraiment être forcément très intéressant d'aller voir le chantier, mais ça, ne pas hésiter à y aller et à parler avec, certains de leurs clients, quoi et si tu fais tout ça, franchement, tu as une bonne, idée, je pense, de comment ça se passe quand tu travailles avec cette entreprise. Après, tu es jamais à l'abri qu'il y ait une merde. Ça peut être, une entreprise qui a été super avec, ton cousin, l'année dernière et avec toi, ça va foirer parce que soit tu t'entends pas avec eux, ça passe pas, soit eux, ils ont un problème perso qui va faire que, que ça va pas, voilà, il va pas venir ou voilà. Après voilà, la vie fait que, il peut se passer plein de choses, mais si tu back vraiment le truc à fond, ben, tu limites les possibilités de qu'il y ait des problèmes, quoi. Je suis mais à 100 d'accord avec toi. Mais après souvent on n'ose pas, en fait et moi la On n'ose première, pas. hein. Mmh Tu vois, mh. là, je me dis: «Est-ce que vraiment on va voir, les maisons où il y a eu des trucs?» enfin et puis en plus, bah, tu as un peu la flemme, tu as déjà 1000 trucs à gérer. Est-ce que vraiment on s'ajoute ce truc? Ben, en fait, je pense qu'il faut le faire pour certains postes. Peut-être pas, tu vois, pour, le plombier qui va refaire ta salle de bain, quoique. Quoique. Si c'est la seule chose que tu fais, pardon, dans tes travaux, ben, OK. Mais, voilà, si tu refais, par exemple, tout un bien immobilier, ben, le toit, clairement, tu vois, c'est quand même un gros truc, un gros budget, ça peut valoir le coup, quoi. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que souvent, on a les pies qui Les nous pies accompagnent, reviennent. qui veulent donner leur avis aussi. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est vrai que souvent, les gens ont peur de demander les Bah documents, oui, de d'être paraître, embêtants. pour être le gros d'être, pour d'avoir l'air d'être le gros relou, tu Et vois? oui, parce qu'en fait, souvent, les artisans sont très occupés, Mmh. ils ont déjà pas beaucoup de temps pour établir des devis. Donc si on commence à leur demander toute une succession de documents, de leur demander de venir voir leur chantier, ça complexifie les choses. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'a pas le choix Non et que c'est de faire normal ces de demander vérifications. l'attestation d'assurance, c'est la base et en C'est fait, ils c'est doivent la vous la base. donner, de toute façon. C'est la S'ils la base. donnent pas, il y a un problème. Et oui, et comme je le disais sur le podcast, ça je l'ai appris avec, une juriste. C'est pareil en fait, au-dessus de 5 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, enfin de devis, on va dire, de montant de Ouais, travaux, tu es censé récupérer, l'attestation de oui. vigilance URSSAF.
Ah oui. l'attestation de régularité fiscale. Et en fait, c'est des éléments, on est Ouais. obligé de le faire parce que s'il y a un problème derrière, l'État peut venir OK. chercher le particulier. OK. Et alors, je pense que C'est c'est assez intéressant rare, ça. hein, mais ça peut arriver. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire ces vérifications parce que l'idée, c'est de se protéger aussi Mmh. soi. Et surtout, comme tu le disais, quand c'est des montants qui Bah, se qui chiffrent à monte plusieurs vite. milliers, Ouais. voire dizaines de milliers, que c'est des travaux complexes, même l'exemple de la salle de bain. Bon, si c'est poser un meuble salle de bain, une paroi douche, ça va. Oui. Mais si il Mais en refait toute fait, une la salle de bain, plomberie, ça peut vite être 20 000 balles si tu fais une très belle salle de bain et qu'elle est grande bah, c'est ça. et donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien et en fait, un sujet de goutte à goutte, qui Mmh. provoque, une infiltration, Ouais. qui peut au Oui, fur et à typiquement, c'est une mesure, caisse technique, donc faut faire attention. C'est que ouais. ça, la cuisine, ouais, c'est pas un salon où tu, fais de la peinture et du papier peint, quoi. Mais oui, c'est ça. Donc honnêtement, c'est vrai que ça, il faut faire attention à bien checker vraiment les Mmh. artisans et il faut pas avoir peur de poser les questions, il faut pas avoir peur de Ouais. passer pour le relou. Si de toute façon l'artisan, n'est pas disposé à fournir les Ouais, informations, bah, c'est déjà ouais. mauvais signe, hein. Alors, il y a la façon de le demander, voilà, faut Voilà. le demander avec le sourire, voilà, après c'est à chacun, chacun fait comme il sait faire, pour, le faire passer de façon, pas en mode c'est pour vous fliquer, mais c'est parce que voilà, on m'a dit que c'était un peu la norme, Mmh. si ça vous embête pas, ce serait chouette de pouvoir ouais, enfin bon bref. De toute façon, c'est normal, enfin et en effet, C'est comme tu dis, logique. s'ils veulent pas les fournir, ben, Et oui, au revoir quoi. Enfin, c'est c'est ça, quand même, bizarre c'est clair. et je pense peut-être à un deuxième truc rapidement, comme on est dans le jardin, j'y pense et aussi parce que je suis en train de préparer un épisode spécial jardin qui sort, ce week-end. Il y a un truc qui revient très souvent et qui est un peu une erreur, je trouve, c'est que souvent on s'occupe d'abord de l'intérieur Mmh. et que quand on a un extérieur, parce que c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais que quand on a un extérieur, il est forcément, toujours délaissé complètement parce que, évidemment, en termes de budget, on priorise l'intérieur parce C'est qu'il faut sûr. qu'on aménage, que ça dure pas des années et voilà et du coup, l'extérieur se retrouve vraiment, à être, t'emménages et en fait, il y a rien et tu commences seulement après à t'en occuper une fois que tu es sur place et du coup, les gens, regrettent un peu, pardon, de pas s'en être occupés plus tôt parce qu'un jardin, ça prend du temps à pousser. Il y a des plantes qui poussent plus vite que d'autres. Moi, par exemple, je sais qu'on avait mis des trucs qui poussent vite pour que ça soit vite, vert et sympa. Mais, en fait, un jardin, ça peut être très cool et ça coûte pas si cher, forcément, d'essayer de planter vite au début, et de s'en occuper pour que ça en même temps que les travaux, le jardin commence à se faire un petit peu et que quand on arrive chez soi, ça commence presque à être un peu sympa, quoi. Qu'on n'ait pas à attendre encore 3-4 ans avant d'avoir un jardin vraiment cool. Et ouais, c'est ça. Pareil, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai qu'on oublie, que le jardin est important et ça, j'avais invité une paysagiste sur le podcast Ah, qui trop bien. disait, trop cool l'épisode, vraiment j'avais appris plein de choses parce qu'en fait, elle disait: «Les arbres, ça coûte cher». Ouais. Donc c'est pareil, si vous achetez une maison avec un terrain et qu'il y a pas un seul arbre, si vous devez Ouais. en implanter après, ça coûte un bon billet Ouais, aussi. sauf si alors moi j'ai un petit tips qui vient de l'épisode qu'on va sortir là sur le jardin, c'est les graines, ça coûte 2 € Mmh. et si tu les plantes tôt, bon, un arbre, ça va mettre quelques années quand même, mais des fleurs, des arbustes, tout ça, ça prend juste 2-3 ans, tu vois? Nous typiquement, on a un figuier là, on l'a planté quand enfin, tu as vu que la taille qu'il a Ouais. mais en fait, ça fait longtemps qu'il est grand et en 3 ans, on avait un grand arbre en fait. On l'a planté, très vite, mais quand même, je crois, après les travaux. Oui, oui. Parce Puis qu'il y des avait belles on a fait figues, hein. beaucoup de travaux dehors aussi, mais ouais, 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 on va se manger ça en août, ça va être chouette. Mais ouais, voilà, ça, c'est un petit conseil en plus quand on a un extérieur, essayez de pas trop l'oublier Mmh. et essayez autant que possible parce qu'évidemment, on met notre argent à l'intérieur pour, avancer à l'intérieur, de commencer quand même à aménager un peu, à planter 2-3 petites choses. Si jamais en plus on est en période d'automne, c'est la bonne saison pour planter donc sinon on perd une année, c'est un peu con. Voilà, c'est un petit truc en plus que je vois souvent et que les gens regrettent après, en fait. Mmh. Et oui, c'est vrai que c'est un truc, ça nous est arrivé aussi, tu vois? Ouais. Le premier immeuble qu'on a acheté, en fait, on a complètement délaissé la partie jardin parce qu'en fait, on se disait: «C'est C'est pas l'intérieur, l'urgence, c'est tu pas vois? On l'urgence». verra après, c'est le C'est truc qui ça. revient tout le temps. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu as rénové l'intérieur, tu vois l'extérieur, tu te dis: Mmh. «Mais c'est la cata». Mmh. Et là, tu veux louer, mais en fait, dehors, c'est moche, Oui, donc c'est ouais. ça. Donc et c'est effectivement, en général, des coûts que tu budgétises
pas parce que tu te dis: «Je verrai dans quelques années», mais au final, Mmh. c'est vrai que quand il y a un énorme décalage qui se crée, autant, l'anticiper dès le début parce qu'en fait, Ouais on passe et le forcément prévoir par dans son cette case. budget, du coup, parce que Mais oui. c'est vrai que si tu veux mettre des arbres un peu déjà grands et tout, ben, c'est vite un budget et même en termes de si tu veux faire une terrasse, enfin, c'est des vrais coûts, quoi. Et oui, c'est ça. Et donc finalement, c'est vrai que quand tu invites, certaines personnes, sur le podcast, tu apprends des choses et ça permet aussi de voilà, d'adapter, on va dire, ton approche des travaux. Est-ce qu'il y a un autre exemple que tu voudrais nous partager? Quelque chose qui t'a marqué avec, un invité qui, tu vois, t'aurait permis de réviser un peu ton approche travaux sur, quelque chose en particulier, un Ah poste, oui. Hem, c'est difficile parce que j'en ai pas mal d'épisodes maintenant. Je pense à Nina. Je crois que c'est l'épisode 50, si je dis pas de bêtises. Elle s'appelle Nina Chardin et si tu regardes sur Instagram ou même sur son site, tu verras, elle a une école sur je veux pas dire de bêtises, sur l'architecture d'intérieur, écologique et responsable, on va dire. Pertinente. C'est le mot qu'elle utilise beaucoup dans cet épisode et en fait, Nina, elle a mené une rénovation écologique un peu en mode expérimentation dans les Vosges où elle a acheté un appartement pour le louer d'ailleurs. Et elle m'a raconté ça dans cet épisode et c'est vrai elle a poussé tout vraiment à son paroxysme. C'est, des murs en terre crue, donc on a parlé pas mal d'isolation, c'est vraiment, tout, absolument quasiment tout est de la seconde main, même l'électroménager, enfin voilà, c'était que des choses comme ça. Elle a pour chaque sujet des travaux, hem, poussé vraiment le truc assez loin. Pas de placo, mais du fermacell. Évidemment en termes d'isolation, tu vois, où il y a quand même des matériaux, je sais plus ce qu'elle avait utilisé, mais enfin c'était hyper intéressant. Et alors moi, c'est déjà des sujets qui me tiennent, assez à cœur et d'ailleurs, on en parle régulièrement sur le podcast de ces sujets, d'écologie dans les travaux et de rénover de façon un peu responsable, quoi. C'est quand même, un milieu, le secteur du bâtiment, c'est un des secteurs qui produit le plus de déchets, en France, enfin, dans le monde. C'est quand même assez la cata. Tout le monde, dès qu'il rénove une maison, a un peu le réflexe de dire: «Ben, vas-y, on enlève tout, on fait place nette et on recommence, on change tout, la cuisine, machin». Et en fait, cet épisode, l'idée, c'est pas de faire peur ou de dire, «Il faut absolument tout faire parfaitement», aller vraiment hyper loin dans tous les sujets. Mais je trouve qu'il donne un peu des clés, il ouvre des portes, je pense. Enfin, c'était vraiment l'objectif pour moi d'ouvrir un peu faire un peu des petites idées dans la tête des gens, ouvrir un petit peu des petites portes pour leur dire: «Votre cuisine, vous pouvez peut-être l'acheter en seconde main sur Le Bon Coin. Si vous jetez des choses, mettez-les sur Give ou sur Le Bon Coin en mode, je donne, ou sur des groupes Facebook avant de les foutre à la déchetterie. Enfin, pour moi, c'est la base, en fait, mais il y a plein de gens qui le font pas. Mmh. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à récupérer des matériaux, notamment les jolis matériaux anciens. Combien de gens, jettent des radiateurs en fonte, qui sont en fait qui pourraient servir encore, longtemps. Nous, on a tout chiné nos radiateurs en fonte pour la maison. Ils nous ont coûté 20 balles, et ils sont hyper beaux. Enfin bon, bref. Donc vraiment cette idée de pas forcément acheter neuf et pas forcément tout jeter. Il y a des choses qu'on peut réutiliser. Si on les garde pas dans la maison, les donner ou les vendre d'ailleurs, on peut aussi les vendre et vraiment réfléchir, on peut plus aujourd'hui rénover ou construire sans, penser à tous ces sujets-là, quoi. Donc bien se renseigner sur, je dis ça mais j'ai pas été très bonne moi sur ce coup-là parce que j'y connaissais rien à l'époque, sur l'isolation, thermique, sur tout en fait. Donc ouais, ça a été, je pense, un épisode assez marquant sur une vision des travaux que tout le monde n'a pas, moi que je n'ai pas à ce point-là, mais qui te fait un peu reconsidérer, certaines choses et te dire: «Ben, peut-être que ça, faudrait y penser». L'idée, c'est vraiment de se dire: «On se lance dans des travaux, il faut penser ces sujets-là dès le début». En plus, c'est pas à la fin, en chinant 3 vases, que tu te dis: «Bon, bah, c'est bon, j'ai une maison, écolo parce que j'ai chiné des trucs pour ma déco», tu vois? Ben non, ça suffit pas, en fait. Et oui, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que le point, écologique, on l'aborde encore, assez peu. En tout cas, moi, c'est vrai que sur le podcast, c'est un point que Bah, j'aborde quand tu es pas beaucoup. investisseur, tu as quand même une notion de rentabilité qui rentre en compte et du coup, c'est là que le bât blesse un peu. Enfin, c'est des sujets qui vont arriver après, quoi, parce que c'est pas la priorité.
C'est pas la priorité, mais d'un autre côté, je me dis, tu vois, il y a quand même des associations qui peuvent Mais être tu as des faites. économies à faire incroyables. C'est Notamment ça. sur la seconde main, tu rachètes un truc qui va être neuf, tu vois? Mmh. Et parce qu'il a jamais été utilisé ou c'est des fins de stock, enfin bref. Et en fait, tu fais vachement d'économies. Et oui, et c'est vrai que ça, c'est un point, parce qu'à côté, je fais aussi du coaching en investissement immobilier et quand je coach les élèves, parce que voilà, parfois on surestime un peu, tu vois, les travaux à réaliser, mais il y a des cuisines, en fait, juste en repeignant les Mais façades et oui, en c'est changeant les l'exemple parfait, la poignées, cuisine, ouais. déjà, En mettant une crédence sympa, ça change tout. ça change tout et donc finalement, il y a pas forcément besoin de démonter la cuisine, de jeter les meubles. Ouais, À la limite, sinon, effectivement, il faut proposer sur Le Bon ouais. Coin, Mais c'est chiant. On se de le rajoute en fait, revendre. c'est sûr que c'est se rajouter des trucs à faire, on n'a pas envie. C'est tellement facile d'aller la jeter à la déchetterie, en fait. Et encore parce que parfois, ça c'est une petite astuce aussi, que des investisseurs m'avaient partagée, mais quand tu mets sur Le Bon Coin, il y a certaines personnes qui sont prêtes à venir chercher, Mais bien démonter sûr, eux-mêmes et partir avec. Alors bien sûr. gratuitement du coup, Ah mais bah en oui. fait, c'est tant mieux parce que ça te fait moins de Mais boulot. oui, mais ça, les gens ne savent pas. Mmh. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on en parle de plus en plus, donc ça commence à les mentalités évoluent et donc je pense que les gens, voilà, se disent: «Ah oui», mais en fait, c'est quand même plus facile de dire à l'artisan: «Oui, sortez tout, c'est bon» Ouais, et tu sais pas où ça va et en fait, tu es très content de pas savoir. c'est Mais exactement ça. c'est quand même, c'est un peu chaud, quoi. C'est C'est un un peu peu triste. c'est un peu triste, c'est un peu dommage et c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on se dit: «On a quand même les Bah, moyens», ouais et une heu vraie responsabilité, je trouve. et une vraie Chacun responsabilité, est ouais. responsable des déchets qu'il produit, en fait et les maisons, ça peut vite être enfin, les travaux, ça peut être vite énormément de déchets. Et oui, ouais, ouais, c'est sûr. Donc voilà, il faut réfléchir, Mmh. à cette métrique-là, mais j'irai écouter l'épisode avec Ouais, Nina, c'est du coup. intéressant et l'idée, c'est pas de se dire: «Voilà, faut tout faire, parfait comme Nina», enfin, c'est pas parfait d'ailleurs. Le terme qu'elle utilise beaucoup, c'est pertinent. Parce que pour chaque rénovation et pour chaque projet, tu vas avoir une pertinence associée qui va être selon tes moyens financiers, selon tes ressources, en fait, selon le temps que tu peux, passer sur, ce projet et en fait, selon les personnes et selon les projets, tu vas pas pouvoir, penser autant à ces sujets-là, mais juste l'idée, c'est de se dire: «OK, qu'est-ce que moi je pourrais faire à mon échelle et avec mes moyens pour, faire un peu attention?» Voilà. Eh oui, bien sûr, mais c'est à réfléchir en tout cas et je trouve que ça donne aussi une dimension, bah, qui est chouette. C'est l'avantage du podcast, hein, on peut balader, Mmh. balayer plein de Ouais, ouais. sujets différents, de thématiques et entrecroiser, pas mal de choses et sensibiliser les gens aussi puisque finalement, comme on le disait, Mmh. c'est un média donc c'est aussi notre rôle de pouvoir, sensibiliser Ouais, les c'est auditeurs, sûr. que ce soit sur le côté sécuritaire du chantier, voilà, comment se sécuriser soi-même, mais aussi le côté, écologique, qui est Mmh. intéressant, là-dedans. Et donc c'est vrai que oui, tu as publié beaucoup d'épisodes au final, depuis toutes ces années. C'est quoi l'épisode qui t'a le plus marqué, l'histoire qui t'a le plus marqué parmi, tous tes invités? Alors des histoires qui m'ont Il y en a plein, j'ai envie de dire, toutes, bien sûr. mais c'est vrai qu'il y en a un peu plus que d'autres. Il y a des histoires assez ouf quand même dans certains épisodes. Je pense par exemple alors dans les, premiers épisodes, c'était il y a longtemps maintenant, il y a 6 ans, je pense, 5 ans. Il y a eu l'épisode 13 avec Jessica, que j'ai trouvé très cool parce que c'est l'histoire de la réalisation de son rêve de petite fille, en fait, où elle s'achète une maison en Grèce, comme maison de vacances, toute seule, après son divorce. Donc pas évident, tu vois? Moi, c'est souvent plutôt des projets où c'est des couples, des familles, qui me racontent leurs travaux. Ben là, quand tu es une femme seule, que tu viens de divorcer et que tu vas au bout de ton projet, oui, alors que tu divorces, du coup, sa situation change, les finances, du coup, ça devient un peu chaud et tout et elle arrive à aller au bout de son achat immobilier et de ses travaux, et de sa maison en Grèce qui était vraiment son rêve de petite fille, vraiment. Je trouvais ça trop génial et puis, plus récemment, l'été dernier, il y a eu 2 épisodes, géniaux. C'était 79 et 80 du coup. 79 avec Aurélie Mazurek, qui porte un projet, de rénovation en Dordogne, enfin dans le Périgord, noir je crois, je sais plus. Incroyable, un projet sur des années où ils ont déjà fait, je crois que ça fait 3-4 ans qu'ils y sont et en fait c'est un endroit où tu peux louer, il y a un gîte, il y a un deuxième gîte qui va ouvrir là. Il y a leur maison et en fait, c'est une propriété, on va dire, où il y a plein de bâtiments. Il y a aussi un séchoir à tabac qui est pas encore rénové et en fait, Génial. c'est un projet sur 15 ans globalement, tu vois? Où ils s'investissent tous les 2 comme des fous, mais des fous dans le bon terme, dans le bon sens, tu vois? C'est qu'ils sont passionnés, ils ont un niveau d'exigence extrêmement élevé
Donc ils font ça très très bien. Ils rénovent l'ancien avec des techniques super. Ils font beaucoup de choses avec la chaux, etc., sur des belles pierres. Et ils font tout eux-mêmes. Ils sont incroyables. Et c'est vraiment, je l'écoutais dans l'épisode, j'étais là, mais comment ils font, enfin, et c'est compliqué pour eux. Ils portent vraiment ce truc à bout de bras et tu sens que c'est vraiment pas facile tous les jours, mais c'est une leçon de vie, je dirais, assez ouf. Et puis, peut-être un dernier, c'est du coup, juste après Aurélie, il y a eu Caroline qui a rénové un riad à Marrakech. Alors ça, je t'invite à l'écouter parce que son histoire est folle. Okay. Et c'est une fille qui est belge et qui était passionnée du Maroc depuis toute petite, grâce à ses parents qui l'ont beaucoup emmenée là-bas, et qui a acheté un riad là-bas alors qu'elle avait pas vraiment d'argent. Mais l'histoire est trop drôle. Elle s'est débrouillée. Elle a fait une campagne de crowdfunding pour financer ses travaux. C'est pas vrai. En prélouant les chambres du riad. Trop malin. Et du coup, elle a réussi. Aujourd'hui, elle a son riad. C'était son rêve. Et elle le loue. Il est trop bien. C'est le riad Roca que je conseille. J'y ai dormi. Il est trop bien. et voilà, c'est une histoire qui est assez ouf. Oh, génial. Ouais, ce sont de très belles histoires. Ça donne envie de toutes les écouter. Ouais, mais vraiment, je te les conseille, ceux-là, parce ils sont très cool. Ah oui, il faut que je les écoute. En plus, le Maroc, je me souviens de tes stories sur Insta. Et oui, quand tu y étais. et c'était joli, non? Très joli. Le riad est trop beau. Canon. Ouais, canon. En plus, vraiment un super endroit. J'ai jamais fait Marrakech. Ah, c'est sur ma to-do. Ah ouais, fonce là-bas, c'est trop bien. Ok, génial. Ça donne vraiment envie d'aller écouter ces histoires. Et c'est vrai que souvent, c'est des projets de vie, c'est des projets passionnants. Ça, ouais. Et de toute façon, je pense que c'est ce qu'on adore avec le podcast, c'est finalement avoir des invités qui sont passionnés. C'est des histoires. Moi, ce que je cherche, c'est des histoires. Tu vois, c'est pas juste des belles maisons, qu'il y ait des belles histoires derrière, quoi. Ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que parfois, on a d'aussi belles histoires, que ce soit un riad, une maison ou même un appartement. Ou même un studio de 10 mètres carrés, tu vois. Ce qui est cool, c'est les histoires qui sont derrière. Et oui, c'est ça. Et alors maintenant, c'est vrai que j'avais cette question que j'aime bien poser aux podcasteurs que j'invite sur le podcast, c'est est-ce que tu as un épisode coup de cœur? Alors, j'imagine que tu en as plusieurs qui t'ont vraiment, vraiment marqué, comme ces histoires qu'on vient d'évoquer, mais est-ce qu'il y en a vraiment que tu chéris tout particulièrement? Ça peut être... Là, en fait, vu l'actualité et vu ma semaine, je ne peux que te parler de l'épisode que j'ai enregistré avant-hier à Paris, puisque je prépare là l'épisode 100 du chantier et que ça fait des mois que je bosse sur cet épisode et qui va être sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Incroyable. Et du coup, là, je peux que te parler de lui parce que ça, c'est bon. Depuis quelques semaines, je mange, je respire, je dors Notre-Dame. Donc, je peux dire que la veille, j'en ai rêvé toute la nuit, la veille de l'épisode. Et donc, ouais, là, et il va être trop bien. Je suis trop contente. Le contenu est super. Et j'ai 2 heures où j'ai vraiment 3 personnes clés du chantier qui me racontent les coulisses, en fait, de cette restauration qui est incroyable. Parce que je sais pas si les gens... Enfin, moi, j'avais suivi un peu de loin, tu vois, mais j'ai appris tellement de choses en préparant et là, en enregistrant avant-hier l'épisode. Je crois qu'on se rend pas compte du caractère exceptionnel de ce qui s'est passé là, en fait, parce que ça a duré vraiment très peu de temps. Parce qu'en fait, quand on détaille vraiment les étapes du chantier, tu as eu, tu sais, il y a eu les fameux 5 ans annoncés par Macron, qui ont été respectés. Et ça, déjà, c'était un énorme challenge. Mais en fait, dans ces 5 ans, tu as eu à peine 2 ans de travaux, vraiment. Et oui, parce que j'imagine qu'il y a eu tout le côté préparation. C'est ça, en fait, tu as eu quasiment 2 ans de préparation et de sécurisation de la cathédrale, parce qu'on ne savait pas si elle allait pas... Enfin, si un truc allait pas tomber après l'incendie encore et tout. Et de préparation du chantier. Et après, tu as eu même pas 2 ans de restauration intérieure, tu vois. C'est assez ouf. Et maintenant, il y a des travaux extérieurs, mais qui ne sont pas du tout liés à l'incendie. Et ils en profitent. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, comme il y a eu cette générosité incroyable aussi de donateurs dans le monde entier, ils ont des fonds pour continuer des travaux. Et donc, maintenant, l'objectif, c'est de la rendre aussi belle qu'elle était quand elle a été construite, tu vois, presque, avec la pierre toute blonde... tout parfaitement. Et puis, elle n'était aussi pas en bon état, en fait, cette cathédrale, au moment de l'incendie. C'est aussi ce qu'on apprend dans l'épisode, qu'en fait, d'ailleurs, elle allait être restaurée, la flèche, notamment, allait l'être, quand elle a brûlé. Et enfin, bref, c'est un épisode de fou, et j'ai trop hâte, là. Il sort autour du 15 juin, donc je sais pas quand sort cet épisode-là. Je pense qu'il sortira juste après. Ok, bon, donc il sera en ligne. C'est l'épisode 100, et...
Enfin, j'ai pas encore monté là, mais j'ai trop hâte de m'y mettre et c'est un peu un rêve. Enfin, ça fait très longtemps que j'y pense à cet épisode. Je me dis, il faut absolument que ce soit le 100e, le chantier du siècle. Et donc, je suis contente de pouvoir proposer ça parce que ça change des autres épisodes, quoi. Et c'est un truc, c'est un peu incroyable, quoi. C'est C'est une incroyable. dimension, en fait, qui est tout autre par rapport aux épisodes habituels. Ouais, une dimension complètement folle, un chantier phénoménal. Peut-être, est-ce que bon, du coup, c'est vrai que les auditeurs pourront aller, écouter l'épisode, mais s'il y a peut-être juste, un élément qui t'a marqué de l'épisode, que tu veux nous raconter là en 2 minutes? C'est l'aspect humain. Et c'est ce qui ressort vraiment dans tout l'épisode. C'est une aventure humaine incroyable qu'ils ont vécue, en fait. C'est toutes ces franchement, ça me fait des frissons rien que d'en parler. Vraiment, c'est un truc où, en fait, maintenant, ils parlent aujourd'hui d'une famille Notre-Dame, mais qui est composée de plus de 2000 personnes, en fait, qui regroupe tous les hommes et les femmes qui ont travaillé sur ce chantier, que ce soit au sein de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, qui s'occupait de piloter la restauration, et que ce soit au sein des compagnons et artisans d'art qui ont œuvré sur la restauration vraiment avec leurs mains, et toutes les personnes des entreprises qui ont participé, parce qu'il y en a énormément. Les entreprises se sont groupées pour répondre aux appels d'offres, etc. Et il y a eu surtout un état d'esprit, vraiment, d'après ce que j'ai compris. Et ça, vraiment, tout au long de l'épisode, ça transpirait de tous les trois. Et vraiment, ils me racontaient ça. Et tu sentais que c'était pas de la com pour la Bien presse, sûr. quoi. Que vraiment, ça avait été un vrai truc fondateur et jusqu'au bout du chantier. Un état d'esprit où on travaille tous main dans la main, en fait. C'était, s'il y a un problème, tu me le dis tout de suite. Tu vois, le président de l'établissement public, du coup, qui était dans mes invités, il disait, mais moi je leur disais, dès qu'il y a un problème, vous me le dites et on trouve la solution ensemble. Surtout, on n'essaye pas de planquer le truc. Voilà. Et s'il faut remettre des sous, ben c'est un investissement et c'est pas, enfin voilà, tout était réfléchi vraiment pour trouver des solutions ensemble. Et c'était cet aspect vraiment état d'esprit qui a fait aussi que le chantier a fonctionné. Vraiment, ils me disent tous que c'est le truc, le facteur clé de succès, encore une fois, qui a fait que le timing a été respecté et que la restauration a été si bien exécutée, parce que ça a été fait de façon exemplaire, vraiment, je pense. Et cet état d'esprit, pardon, de famille, quoi. On a réussi ensemble, cette œuvre collective, c'est hyper fort. Et ça, c'est vrai sur tous les chantiers un peu, mais sur Notre-Dame encore plus, quoi. Et oui, et c'est beau, je trouve, C'est parce trop beau. que, souvent, tu vois, les gens oublient cet aspect humain. Au niveau Mmh. des chantiers, ils oublient qu'on a des artisans en face. C'est toujours une aventure humaine assez forte, hein, quand même. Et oui, je te rejoins là-dessus, et pour moi, c'est aussi, grâce à ça que justement un chantier peut bien se passer. C'est la communication, la relation qu'on crée Non, avec mais tous les c'est acteurs du clair, chantier. c'est clair. Donc j'ose imaginer effectivement que sur Notre-Dame, si, ils sont 2000, c'est d'autant Non, mais plus tu important. le truc? Et il y avait C'est incroyable. 160 marchés de travaux, enfin c'est un truc, Dingue. En plus, il faut arriver à trouver, je pense, enfin, j'imagine que vous en parlez sur l'épisode, mais les artisans qui, justement, sont en mesure de pouvoir travailler certains matériaux, ouais. certaines pièces. Oui, et puis c'est que des entreprises, parce que la restauration était à l'identique, donc c'était pas n'importe quel charpentier, c'était le charpentier qui savait travailler avec la technique, même pas à l'ancienne, c'était des trucs qui dataient du Moyen Âge, où les arbres tous les carissages se faisaient avec des haches qui ont été forgées spécialement pour ce chantier. Enfin, c'est un truc de ouf. Incroyable. Mm. Un épisode assez dingue, je pense, à écouter. Écoute, merci Anne pour, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Il y a énormément de choses, d'astuces, de conseils et d'épisodes à aller écouter surtout. Ouais. Peut-être pour finir, par rapport à tout ce que justement tu retiens du podcast, de tes échanges avec les invités, y a-t-il des choses que tu aurais fait différemment sur, la maison de Bordeaux? Sur mes Chantier. travaux. Sur tes propres travaux, oui, tout à fait. Ouais, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Vu la semaine qui vient de s'écouler, où il a fait très chaud, un peu partout en France, mais à Bordeaux, ouais, on était sur les 35-36 degrés l'après-midi. Nous, comme on était jeunes et qu'on n'était pas du tout au courant pas du tout renseignés sur ces sujets-là, on s'est un peu planté, je pense, sur l'isolation thermique. En fait, on n'avait aucune info, donc on a laissé faire l'archi et les artisans qui avaient le réflexe à l'époque et qui ont toujours, je pense, beaucoup le réflexe de mettre de la laine de verre, qui est vraiment le truc que tu mets partout.
Et en fait, alors à l'époque, c'était beaucoup moins, je dirais pas à la mode parce que c'est pas le terme, mais répandu, et c'était moins connu et beaucoup plus cher aussi, je pense, il y a quelques années. Ces matériaux alternatifs, en fait, qui ne sont plus des alternatives aujourd'hui, qui devraient, je pense, presque être la, ré- la, La la référence. référence, que sont la laine de bois. Typiquement, nous, on aurait dû faire ça, je pense. Ou plein d'autres matériaux qui sont issus de solutions. Et j'ai d'ailleurs des... En fait, j'ai fait des épisodes sur ces sujets-là depuis. Et du coup, je suis là, putain, mais nous, on s'est plantés, en fait. Il y a plein de matériaux divers et variés qui permettent En fait, depuis, j'ai appris le terme technique de déphasage thermique, qui est largement... qui est bien supérieur avec de la laine de bois, par exemple, que de la laine de verre. Et il y a tout un épisode sur la laine de bois sur le chantier, où il y a un expert de ce sujet qui me répond à mes questions. Et en fait, où tu te rends compte que pour l'isolation contre le froid, c'est exactement comme la laine de verre. Enfin, je crois, de mémoire. Et par contre, contre la chaleur, ça n'a rien à voir. Parce que le déphasage thermique est beaucoup plus important. Et du coup, le temps que va prendre en fait la chaleur pour rentrer, pour pénétrer dans le matériau, puis dans ta maison, va être beaucoup plus long avec de la laine de bois, typiquement, qu'avec la laine de verre, où c'est, je crois, 4-5 heures, alors que la laine de bois, il me semble que, je dis peut-être des bêtises, mais que c'est au moins 10 heures ou 12 heures, je crois, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, la chaleur pénètre seulement le soir, commence vraiment le soir, vers 20h, 22h, à pénétrer dans la maison. Et du coup, c'est généralement, quand il fait pas trop chaud, le moment où tu peux commencer à aérer, etc. Donc ça va. Alors que la laine de verre, tu vois, à midi, la chaleur commence déjà à rentrer dans la maison. Donc ça, c'est un peu le principe de base de ce qu'on appelle le déphasage thermique. Et en fait, nous, on s'est planté, tu vois. Et aujourd'hui, là, cette semaine, j'étais là, mais en fait, il faut qu'on regarde pour au moins faire des devis, voir combien ça nous coûterait de réisoler de façon différente. Parce que là, c'est pas possible. Et moi, je suis un peu anti-clim. Alors même si la clim, il y a clim et clim, il y a différentes façons de l'utiliser. Je suis pas anti-clim, c'est un peu fort, mais tu vois, mon mec, parfois, il me dit, putain, parfois, les nuits où on n'arrive pas à dormir tellement il fait chaud. Alors, c'est pas tout le temps, hein, tu vois, il y a une semaine là, il y aura une semaine en juin et un peu en juillet, et puis après, c'est fini. Et en fait, moi, pour 3 semaines dans l'année, j'ai pas envie de foutre la clim chez moi, quoi. Parce que déjà, t'as quand même maintenant, t'as les grilles un peu plus discrètes et tout, mais t'as quand même un truc en façade, t'as des gros, comment ça s'appelle, des éléments là Oui, qu'il faut mettre dans les pièces. Ouais, les maintenant, t'as des modules, choses, ouais, voilà, des modules. Moi, je suis un peu quand même sur l'esthétique, la déco, ça me fait pas du tout rêver. Et en plus, en termes d'écologie, c'est surtout ça. En fait, c'est pas du tout dans le sens dans lequel il faut aller, de foutre des clims pour réchauffer à l'air extérieur. Et en fait, il faut empêcher la chaleur de rentrer plutôt que de refroidir l'air qui est déjà chaud. Et du coup, quand dans ces moments de désespoir, transpirant, parce qu'il n'arrive pas à dormir, je me dis, putain, est-ce qu'on foutrait pas la clim? Mais à moitié en rigolant, parce qu'il sait que j'ai pas envie, et lui non plus d'ailleurs. Et là, je me dis, non, en fait, faut qu'on fasse un devis pour mettre de la laine de bois, ou qu'on se renseigne sur les autres matériaux, mais il faut commencer par ça. Là, tu vois, on a installé des stores parce que comme notre maison est complètement vitrée, il y a une grande verrière sur toute la façade sud-ouest. À l'étage, en bas, ça va, mais à l'étage, ça chauffe beaucoup. Donc, on ferme la porte du reste de l'étage pour que ça rentre pas trop, mais ça chauffe énormément. Et par le toit, bien sûr. Donc, ça, je le referai différemment et je pense qu'on le refera un jour. La question est quand. Faut qu'on fasse un devis, mais bon, là, ça va pas être pour tout de suite. Mais ouais, ça, c'est un peu l'erreur qu'on a faite. Et à la fois, c'est pas une erreur parce que c'est pas... Et puis, peut-être qu'on n'aurait pas eu les moyens à l'époque parce que c'était pas les mêmes prix. Alors qu'aujourd'hui, la laine de bois est beaucoup plus accessible, il me semble. En termes de prix, il y a plus trop de différence, il me semble. Il y a une légère différence, mais beaucoup moins qu'avant. C'est vraiment estompé. Donc sur ça, il faut pas effectivement t'en vouloir. Non, parce que je pense qu'on aurait chiffré et on l'aurait pas fait, tu vois. Hyper cher. Et il faut le dire aussi, on était beaucoup moins renseignés. Mais évidemment, sur personne n'en parlait. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la laine de bois. Ouais. Parce que les histoires de DPE, forcément, parfois, voilà, on a des vagues de chaleur. C'est vrai que j'ai du mal à me souvenir d'une vague de chaleur comme ça en mai. Tu vois. Ah, mais ça n'est jamais arrivé. Moi, fin mai, ça n'est jamais arrivé. Je voyais encore une émission l'autre jour
où il y avait un météorologue ou je sais plus quel, un scientifique qui disait mais ça n'est jamais arrivé et qui parlait encore des climato-sceptiques qui disaient je sais pas quoi. Mais stop, ça n'est jamais arrivé, c'est de pire en pire, on le voit bien et ça va être de pire en pire. Et donc en effet, moi je me dis que si en fait c'est plus 2 semaines par an l'été, mais 3, 4, puis 5, puis 6 semaines, et quand je vois mes filles qui cette nuit étaient trempées dans leur lit comme ça. T'es là, bon, c'est vrai que moi, adulte, je prends sur moi. J'ai pas dormi depuis 1 semaine, mais bon, ça va aller. Dans 2 jours, il refait un peu frais. Mais pour tes petits bébés et tout, c'est un peu dur. Donc, mais il y a des solutions aujourd'hui. Et c'est vrai que ça se pense en amont. Et pas, sinon, faut refaire un truc que tu as déjà payé, en fait, et c'est un peu con, quoi. Et oui, c'est ça. Donc il faut anticiper ces sujets-là, surtout que maintenant, là, pour le coup, il y a Tout le monde l'information va qui est à disposition. à moins d'être vraiment dans le Nord, mais même dans le Nord, en fait, ils vont y Même passer dans aussi. le Nord, Donc, ouais. Dans le Nord, ça augmente un peu. Bon, pas autant que dans le Sud quand même, ouais. hein, Mais dans 10 ans, mais ça va être finit. pareil. Oui. Donc, Donc il faut anticiper ces sujets-là. mmh. Écoute, merci Anne pour tous ces partages. Merci à toi, c'était trop intéressant. Ouais, c'était un très très chouette épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors un peu partout, j'essaye, mais alors surtout Instagram, mais LinkedIn, YouTube, c'est le projet de l'année là. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Chantier, et il y a déjà plein de vidéos. On peut y retrouver tous les épisodes, mais le but là, c'est de faire des vidéos un peu plus courtes aussi, différents formats. Mais Instagram à fond. On est très très Instagram. Moi, j'aime beaucoup Instagram, donc on partage plein de choses sur Instagram. Et puis Le Chantier sur toutes les applis d'écoute et le site. Il y a plein d'endroits, en fait. Il y a aussi le site, bien sûr, qui est un peu le pendant visuel des épisodes, avec tous les reportages photos sur les lieux dont on parle dans les épisodes et tout. C'est lechantierpodcast.fr. Génial. Mais écoute, Voilà. je mettrai tous les sites, les liens vers Insta, vers YouTube, etc. dans la description L'épisode de Notre-Dame, peut-être, ça peut être pas mal. Oui, Si ça intéresse les gens. C'est vrai. Je mettrai aussi le lien. C'est pas trop le sujet de l'investissement immobilier, mais non, mais je pense que ça en plus intéressera. historique et voilà. Mais ça en intéressera sûrement. Parce que quand on s'intéresse aux travaux, on peut avoir cette curiosité-là aussi. Et en fait, ce qui est drôle, pour conclure, c'est qu'on retrouve des similitudes avec des chantiers de la vie de tous les jours, enfin plus classiques. Et notamment, c'est Philippe Jost, le président de Rebâtir Notre-Dame, qui disait « Les chantiers, c'est souvent connu pour avoir 2 problèmes, être toujours en retard et toujours péter le budget, et que eux, ils ont réussi à pas être en retard et à respecter le budget. » Incroyable, sur un tel chantier. Et donc, en fait, voilà, et ils expliquent pourquoi et comment ils ont fait ça. Et notamment grâce à la communication, mais plein d'autres choses. Et il y a plein d'apprentissage aussi à appliquer à ses propres chantiers, finalement. Donc, c'est rigolo. Ouais, c'est finalement, on pourra peut-être transposer. Même si c'est pas les mêmes budgets, parce que là, on parle de millions et de centaines de millions d'euros. Mais en fait, voilà, il y a des points communs. C'est assez marrant. C'est chouette. Écoute, on a hâte de découvrir aussi cet épisode-là. Je te remercie, Anne. Merci à toi. C'était trop sympa. Toujours contente de parler travaux avec des gens qui aiment le sujet. C'est ça, entre passionnés, on adore échanger. Merci, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt, salut.